quelle alternative à la vie chère au Togo? Notre invité est Dr Kodjovi Atnaton. Il est le président national du parti Nouvelle Vision. Docteur, bonjour, vous allez bien? Bonjour, je vais super bien, mais j'irai mieux lorsque le pays ira mieux. Ça veut dire que le pays va mal? Non, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à encore ajouter pour que le pays puisse aller dans une meilleure condition. Quoi, par exemple, la vie chère, revoir... Déjà, le titre en dit beaucoup. D'abord, je salue toute la jeunesse togolaise, je salue le courage de tout citoyen togolais qui est en train de lutter présentement contre la misère, la galère, et qui, malgré tout, ne cesse pas de lutter, d'avoir l'espoir que ça changera. Je salue également le courage de nos forces de l'ordre qui sont en train de faire un travail formidable pour la sécurisation de notre pays. Et je salue tous les acteurs, tous les investisseurs de ce pays qui ne cessent de garder leurs employés malgré ce qui se passe, malgré les conditions très difficiles après Covid. Alors, docteur, pourquoi dit-on que la vie est chère dans votre pays? Il est très simple, hein. Il faut seulement sortir et voir, il faut rencontrer les jeunes, il faut échanger avec les familles, il faut rentrer dans les familles pour comprendre que nous sommes dans une crise vraiment qui surpasse l'entendement. La vie est chère. Il faut voir le prix du maïs. Il faut voir même la disponibilité du blé. Il faut voir le coût des déplacements à Lomé. Il faut voir le taux que les émigrants chargent. Il faut voir le prix de l'essence. Vous allez comprendre que la vie est vraiment chère. La vie est chère au Togo. Et ça nous donne vraiment de l'insomnie. Parce que nous devons faire quelque chose. Alors, nous savons que Nouvelle Vision, votre parti politique, fait souvent des propositions au gouvernement. Est-ce que vous avez eu ces derniers temps à faire ces propositions? Justement, Nouvelle Vision, pour ceux qui suivent l'évolution de nos activités tous les jours, ils vont s'en rendre compte que Nouvelle Vision ne se tait jamais. Nous avons toujours défini notre politique en 3C, contribuer, collaborer, contraindre. Donc contribuer parce que nous savons quand même que dans Nouvelle Vision, il y a des idées, il y a des gens penseurs, il y a des gens qui peuvent apporter également des suggestions pour l'État. Collaborer parce que on ne peut pas rester de loin quand on veut construire un pays de paix, on veut construire un pays de la nouvelle vision, un pays où tout citoyen va se sentir à l'aise. Il faut aussi collaborer en apportant son expertise et contraindre ça ne va pas bien et qu'on peut faire quelque chose pour que les décisions changent ou bien s'améliorent, qu'on le fasse. Donc nouvelle vision, en tout cas dans sa politique, continue d'agir et continuera toujours d'agir. Donc tous les jours que Dieu fait, Nouvelle Vision n'a jamais cessé d'apporter ses contributions ou bien ses propositions à qui de droit. Alors, votre pays a actuellement un taux d'inflation de 6% contre 4,1% ces 2 dernières années. Qu'est-ce qui explique cela, docteur? Bon, c'est normal. Vous allez voir que dans presque tous les pays, quand on prend les États-Unis également, il y a un problème d'inflation. Quand l'économie est chutée à un niveau avec un facteur qui n'était pas prédictible, un facteur que les Américains disent outside the box. Et donc, ce qui fait que l'économie à un niveau donné ça cause de l'inflation. Maintenant, le problème n'est pas l'inflation elle-même, c'est comment nous jouons pour que cette inflation ne puisse pas empiéter de trop sur les ménages togolais. Il faudrait quand même que nous puissions comprendre que après près de 2 années de Covid, l'économie a besoin d'une nouvelle formule. Les citoyens ont besoin d'un nouveau souffle. La jeunesse a besoin de nouveaux espoirs. Et l'État a besoin de revoir ses actions, de redynamiser ces secteurs pour répondre à ce qui serait le besoin actuel de notre population. Donc cela veut dire que selon vous, les gouvernants ont une part de responsabilité dans ce qui se passe? D'abord, quand on dit gouvernant, ça veut dire qu'on te confie une responsabilité. Et nous savons tous que pour qu'un pays évolue, il faudrait quand même créer des cadres qui permettent à ce que ce soit les citoyens, les investisseurs, les étrangers, la diaspora, que chacun puisse trouver à faire pour créer le bonheur dans ce pays. Donc l'État a une responsabilité, les gouvernants ont une responsabilité. D'abord, ils sont gouvernants parce qu'ils sont responsables d'une activité donnée. Et au-delà de ça, et quand un pays est dans une crise, ou bien un pays
subi des situations très difficiles. C'est à ce niveau, à ce stade, qu'on reconnaît vraiment la qualité de gouvernance. C'est parce qu'ils sont là pour apporter le souffle au peuple jusqu'à ce que chaque citoyen puisse encore retrouver ses moyens d'agir librement. Alors, Président, quelle appréciation faites-vous des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la vie chère? D'abord, nous allons dire, et si on va commencer à lister les mesures prises contre et les mesures prises pour enfoncer, il y a une grande différence. Parce que je comprends, on parle de budget national, on parle de financement du budget. Il y a nécessité d'avoir des ressources pour alimenter les activités de l'État. Mais néanmoins, il ne faudrait pas qu'on perde de vue que l'État, au fait, c'est l'appareil directoire de la vie de la population. Mais je pense quand même, en analysant certaines choses, il me semble que les mesures prises sont moindres que les mesures contre. Parce que c'est durant cette période de Covid, de tension économique, que nous avons des péages, même sur des rues qui ne sont pas encore goudronnées. Nous avons l'augmentation... Pardon? Oui, oui, nous avons l'augmentation du prix du pétrole. Je comprends qu'il y a toujours des subventions pour des niveaux donnés. Et nous avons presque la disparition de la production du blé. Nous avons des taxes exorbitantes qui sont imposées à l'aéroport. Ça nous devient plus difficile, nous de la diaspora, de revenir très souvent au port. Il y a presque plus d'activité. Donc je pense que les mesures contre semblent être plus que les mesures pour. Je reconnais quand même qu'il y a eu des mesures pour. Quand on voit, par exemple, les taxes sur... cette taxe sur, je vais vous aider. Il y a beaucoup de taxes. Les véhicules. Sur les véhicules, exactement, il y a ça. Il y a aussi la réduction pour ceux qui veulent légaliser leur terrain. Il y a certains aspects qu'on reconnaît. Mais nous devons comprendre que le plus important aujourd'hui, c'est de tout faire pour donner ce courage aux Togolais de s'appeler Togolais. C'est-à-dire de tout faire pour démontrer à tout jeune Togolais, à tout acteur togolais, à tout individu togolais de croire en son pays, de croire en son gouvernant, de croire en son gouvernement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous pourrons faire. Ce n'est pas le temps aujourd'hui de manquer de maïs. Ce n'est pas le temps de parler de manque de blé. Nous savons que ça doit arriver. Mais gouverner, c'est prévoir. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait mieux faire. Et cela passe peut-être par la hausse du SMIC. Bon, la hausse du SMIC, ça c'est un sujet très important parce que, au fait, quand on parle du Togo, on parle d'un État dans une sous-région. Donc, quand aujourd'hui, nous emmenons par exemple nos militaires, nos gendarmes ou bien nos hommes en treillis qui n'arrivent pas à s'acheter un sandwich, au moment où les Béninois peuvent s'acheter le sandwich et puis un coca, franchement, ça ne fait pas la fierté de tous les Togolais. Mais je comprends quand même que quand on parle de l'augmentation du SMIC, ce n'est pas une décision simple à prendre par l'État pour dire « Ah, j'augmente le SMIC de 35 000 à 70 000 ». Parce que quand le gouvernement augmente le SMIC, ça a des impacts négatifs sur la société civile, c'est-à-dire les entrepreneurs qui sont obligés de respecter ce SMIC. Donc des fois, il faut aussi comprendre, c'est pas tout jeter sur le gouvernement. Il faut aussi comprendre que la hausse du SMIC est un compromis qui doit être parmi les investisseurs du pays, les multinationales, les PME, les PMI et le gouvernement. Mais reconnaissons aujourd'hui quand même que, en voyant par exemple le prix de déplacement à Lomé, en voyant le prix du bol du maïs, en voyant le prix de l'huile, reconnaissons quand même que 35 000 c'est trop peu et quelque chose doit être fait. Alors pour certaines analyses, le Togo ne devrait pas subir la vie chère compte tenu de l'immense richesse de son sous-sol. Qu'en pensez-vous, docteur? Bon, je pense que toute l'Afrique, on le dit souvent, en tout cas, il ne faut pas que nous perdons de vue les réalités africaines.
Donc on ne peut pas dire quand même que le développement est un appui de bouton. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour l'Afrique. Quand on parle de ressources, on parle des ressources dans nos sous-sols. On doit aussi parler de la capacité des Togolais ou bien des Africains eux-mêmes à transformer ce que nous avons dans nos sous-sols. Donc il y a beaucoup de facteurs. Mais quand on dit le Togo peut aller mieux, à des moments donnés, je pense quand même que nous devons pousser, nous devons créer le cadre, nous devons inciter, nous devons pousser ces Togolais à avoir cette ambition de le faire. Parce qu'aujourd'hui, quand je fais une petite analyse, il semble comme si on a tout fait pour ne pas faire rêver le Togolais, pour ne plus faire rêver le Togolais. À l'exemple, des fois, quand tu demandes à un Togolais si ça va, un Togolais qui te montre une image de ça va au Togo, c'est-à-dire, je sais que vous l'imaginez. Ça va au Togo, c'est quoi? C'est que, bon, ils sont ensemble, il y a la bière, peut-être il y a, s'ils sont des garçons, peut-être il y a les jeunes filles là-bas. Et c'est les photos qu'ils vont te montrer. Mais quand quelqu'un te montre une photo de l'autre côté pour dire ça va, peut-être ce sont des chiffres d'affaires, des réalisations. Ouais. On pourrait avoir ça. Mais il faudrait quand même qu'on puisse rééduquer nos populations, qu'on puisse transformer les Togolais à penser autrement, à ne pas croire que ça va se limite seulement dans les bouteilles de bière, ou bien se limite par ce que nous portons comme habit ou ce que nous conduisons comme voiture. Comment dire, je me souviens de cette chanson, Maulana Miechamiakou Range Rover. Mais Dieu fera qu'on aura des entreprises, que nous serons des entrepreneurs, que nous allons aussi employer beaucoup de gens, nous allons transformer ce que nous avons sous nos sous-sols. Donc je pense quand même que oui, nous avons des ressources dans nos sous-sols, mais nous avons également besoin des directives, des orientations, d'un leadership qui permet à ce que chaque Togolais reconnaisse que ce que nous avons peut lui profiter autrement, au lieu de chercher à chaque fois à aller à Dubaï, à aller aux États-Unis ou bien à aller en Europe. Vous avez touché un point intéressant, rééduquer les Togolais. Comment, selon vous, le travail doit se faire à ce niveau? Bon, d'abord, si je dis éduquer les Togolais, c'est peut-être une aberration. Les Togolais sont éduqués. Je suis Togolais. J'étais éduqué, je suis éduqué, je continue à être éduqué. Les Togolais sont éduqués. Mais je dis, il faut une rééducation ou bien réorganisation de cette éducation vers des objectifs précis. Bon, quand on parle par exemple de l'éducation, je voudrais quand même que nous puissions orienter les Togolais à aller vers un point. Et ce point, c'est quoi? C'est le Togo de la nouvelle vision. C'est le Togo qui donne opportunité à chaque Togolais de vivre sur un territoire qui leur inspire confiance et stabilité, qui leur permet non seulement de rêver, mais aussi de réaliser leurs rêves. Mais comment on peut le faire? On le fera lorsque nous avons cette mentalité d'être d'abord fiers de nous. Je salue en passant la culture togolaise qui, parmi beaucoup de choses, essaie aujourd'hui de porter la couleur togolaise. Ne serait-ce que porter la couleur togolaise dans plusieurs activités. J'ai vu au 1er mai comment les Togolais sont habillés dans certaines émissions. Ils portent les drapeaux togolais, ils se peignent en togolais. C'est déjà un point de départ. Mais je voudrais dire quand même que cette éducation dont on parle doit avoir une orientation vers un Togo de demain, un Togo dont on rêve. Mais ce Togo dont on rêve a besoin des citoyens qui vont le construire. Maintenant, ces citoyens ont besoin de certaines qualités. Et ces qualités doivent être les éléments essentiels de nos programmes d'éducation, doivent être des éléments qui doivent pousser ceux qui réalisent même les instruments de l'éducation et doivent permettre à tout niveau, même à la culture, de s'orienter pour que nous tous ensemble, on puisse le faire. J'ai toujours dit, quand on dit même dans les dessins animés, on dit l'Américain il est fort, Tom Sawyer c'est l'Américain, il est fort. Mais quand on parle du Togolais, la plupart du temps on dit Togo est en toi. Mais il faudrait qu'on sait ça. Ce n'est plus le Togo est en toi. Aujourd'hui, nous devons être fiers de notre nation. Mais cette fierté, elle doit être une rénovation, une rééducation, une orientation vers un objectif précis. Et c'est de ça qu'on parle. C'est le Togo, avec cette nouvelle vision-là dont on parle. Voilà quand même le pourquoi j'ai dit cette rééducation devrait nous orienter vers ces objectifs donnés. Alors, est-ce que Nouvelle Vision a constaté une forme de suivi, j'allais dire, des mesures prises par le gouvernement togolais? Bon, je pense quand même que, comme tout gouvernement, quand les mesures sont prises, il y a des conditions de contraintes qui doivent forcer les gens, que tu le veuilles ou pas. Et puis il y a la sensibilisation qui doit aussi l'accompagner.
Donc à plusieurs reprises, je ne vois pas une seule fois où tu devrais voyager, que tu devrais faire le test et que tu ne l'as pas fait, que tu as voyagé. Donc, ce qui veut dire qu'à des moments donnés, ces contraintes ont été suivies par les agents sur place et puis les voyageurs. Mais au-delà de ça, je vois presque tous les jours, je viens de sortir du bureau où les ambassadeurs de la Nouvelle Vision ou bien les amis de la Nouvelle Vision qui viennent, tout le monde porte les cache-nez, oui, malgré même que l'État a un peu réduit la tension de trucs, mais je pense quand même que les gens continuent par observer les mesures barrières. Donc quelque part, je dis les Togolais, ils suivent, ils entendent et ils réagissent. Le suivisme dont vous parlez, c'est un suivisme qui a été positif au niveau de l'observation des mesures barrières. C'est pourquoi, d'ailleurs, en remerciant le corps médical, les taux de la maladie a réduit considérablement ici au Togo. Un travail énorme. Énorme, très énorme, très énorme. Donc il faut apprécier et le corps médical et les dirigeants de ce secteur et puis les forces de l'ordre orientées spécialement pour aider la population à pouvoir s'en sortir de cette pandémie. Alors docteur, on vient d'apprendre une nouvelle mesure du gouvernement relative à l'exonération jusqu'à nouvel ordre de 12 produits de taxes sur valeur ajoutée. On peut citer le lait concentré en boîte de 1 kg, la farine de blé en sac de 50 kg. Il y en a d'autres également. Pour vous, c'est aussi la solution? Moi, je pense quand même que ces mesures sont à applaudir. Même si on pourra en ajouter, aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que dans une situation où un État comme le Togo ou certains pays africains déjà contraints à une économie sanglante arrivent à prendre certaines mesures, à subventionner certaines choses, il faut les applaudir. Ouais. Mais est-ce que cela voudrait dire quand même que nous sommes dans l'apothéose? Je dirais non. Parce que je me suis demandé la dernière fois, j'ai fait une visite vers certains entrepreneurs, surtout dans la production du blé, et quand j'ai appris la nouvelle que c'est très intensifié, que le Grand Moulin n'arrivait même plus à servir, à avoir le minimum qu'il faut pour servir ses clients. Mais j'ai vu quand même, je me suis demandé pourquoi on ne produit pas assez de blé ou bien pourquoi il n'y a pas une politique qui encourage la production du blé. La même question s'oriente vers le maïs. Mais il y a certains, ce que j'ai constaté, c'est quoi? C'est que c'est comme si ce qui est essentiel à notre pays, nous l'ignorons. Il y a des gens qui produisent du soja et le pourquoi, c'est parce que le soja est presque destiné à l'exportation et qu'en l'exportant, les agriculteurs font un peu plus je ne vais pas dire de dollars, de moyens ou bien de ressources sur ça. Donc ce qui veut dire que ceux qui produisaient du maïs ont cessé pour alors produire du soja. Ce qui fait que le maïs devient rare et ça devient cher. Alors que nous avons des terres arides au Togo. Vous voyez les statistiques. Donc ce que moi je me suis dit, c'est que des fois, je me dis, il y a des volontés simples du gouvernement qui peuvent permettre à ce que nous puissions résoudre à mieux les problèmes de nos pays. Essayez d'avoir des programmes qui encouragent la production du blé. Ou bien, essayez de mettre les universités en collaboration avec ceux qui produisent par exemple le manioc pour voir l'élément qui manque dans la production, dans ce qui fait que le blé était important pour le pain, pour qu'on puisse le faire à base d'autres choses. Ouais. Nous avons le soja, nous avons le manioc, ouais. nous avons tellement de choses. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à transformer à notre guise pour qu'on puisse résoudre le problème de nos pays? Mais je pense quand même qu'au niveau de l'État, l'organisation des politiques de développement, il en manque beaucoup. Oui, ils font assez, ils font beaucoup, ils subventionnent, mais je pense qu'ils peuvent faire mieux. Et au-delà de ça, je suis en train de voir, par exemple, le budget annuel de l'État s'est monté à 1779,2 milliards. C'était à 1416 milliards l'an passé. Mais si nous avons un pays où l'économie est devenue plus sanglante qu'avant, mais pourquoi on n'a pas constaté aujourd'hui que le budget de l'État est plutôt réduit? Les dépenses de l'État sont réduites.
L'État augmente ça et a besoin des ressources au moment où les pays occidentaux qui nous donnaient de ce côté, de l'autre côté, n'arrivent plus. Donc ce qui a fait quoi? Ce qui a fait grimper les impôts. Aujourd'hui, allez voir les taxes sur les conteneurs au port. Allez voir les taxes. La dernière fois, en arrivant même ici, j'ai été contraint de payer sur un petit appareil que j'amenais très souvent. Donc ce ne sont pas des histoires que les gens rencontrent sur les réseaux sociaux. C'est comme s'il y a une politique de découragement total pour la diaspora. Alors que quand on veut d'investissement. Laissons les gros investisseurs qui font et puis qui ramènent dans le pays. La diaspora fait beaucoup pour le pays. Que ce soit la diaspora au Bénin, que ce soit la diaspora en Côte d'Ivoire, que ce soit la diaspora au Ghana, aux États-Unis ou bien dans d'autres pays, la diaspora apporte beaucoup et la diaspora est une source d'espoir pour cette nation. Donc à cette question, en tout cas, je lance l'appel à ces décideurs de ce domaine de revoir ce qui se passe parce que c'est devenu plus sanglant que l'on le pense. Et ça, si ça continue de cette manière, ça va vraiment déboussoler le pays. Alors, certains estiment également que les gouvernants doivent revoir leurs frais de mission, les coûts de mission. Mais quand je parle de diminution de budget, je pense qu'on ne peut pas se lever aujourd'hui pour dire qu'il faut réduire le budget à 800 millions au lieu de 1777,2 milliards. Non, c'est parce qu'avant de réduire, il faut voir des secteurs de réduction. Mais il faut revoir la chaîne d'utilisation des moyens. Mais il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour réduire ce budget, même à moitié. Parce que nous sommes dans une économie plus sanglante qu'avant. Mais quand nous sommes citoyens et nous voyons l'État qui augmente son budget et qui force l'OTR à aller récolter des recettes pour alimenter au moment où la population est déjà sanglante, je pense quand même que ce n'est pas une bonne image. Je comprends qu'il y a beaucoup de choses au niveau de l'État. L'appareil de l'État, des fois, quand vous êtes ailleurs, vous n'arrivez pas à l'apprécier. Mais quand même, je pense qu'il doit avoir l'exemplaire au niveau de l'État. Il doit avoir une réduction des coûts de mission, il doit avoir une réduction même de marge de manœuvre dans l'utilisation des voitures de l'État, dans l'utilisation des courants de l'État, dans l'utilisation des bons d'essence. Il y a beaucoup de choses à revoir qui peuvent aider à réduire. Et en réduisant cela, on ne serait pas obligé d'applaudir l'OTR parce qu'il a fait des recettes. Quand on parle de l'OTR qui a fait des recettes, vous voulez savoir ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'OTR a fait saigner la population. Parce que la plupart des temps, ce qui paie le plus, c'est la population. C'est la population. On dit par exemple sur une voiture, vous allez payer 54% de la valeur. Et cette valeur, c'est comment? C'est évalué comment? Donc, et vous payez, vous avez d'autres tasses. Tellement l'OTR, je pense l'OTR fait saigner un peu. Et il faudrait la réduction du budget de l'État, la réduction des dépenses pour que la population soit un peu soulagée. Docteur, à quand pensez-vous que les Togolais vont sortir de cette situation? Je pense que nous allons sortir, peu importe le cas. Hein. On dit souvent en Mina, les gamins on va s'en sortir. Déjà, hier, quand je rentrais à la maison, je voyais les gens, je me disais, quand c'est si difficile, trop difficile, presque impossible, mais les gens sont comme ça. Si on ouvrait des bouffes d'énergie aux Togolais, tout petit peu, vous allez voir que nous allons avoir un pays exemplaire. Moi, je pense quand même qu'à travers ces émissions, à travers nos approches vers les décideurs, parce que quand on veut construire un pays, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Si vous n'êtes pas au pouvoir, vous êtes gouverné, vous êtes aussi supposé à apporter vos opinions à ceux qui sont élus. Donc aujourd'hui, à travers nos suggestions, je pense quand même que le Togo s'en sortira. Et la nouvelle vision, on ne fait pas, nous ne faisons jamais de politique sans apporter aussi notre contribution. La dernière fois, nous avons parlé d'un investissement citoyen des Togolais. Parce que nous avons pensé quand même que, au-delà de ce que les multinationales vont nous apporter comme projet, P minuscule, nous, Togolais même, nous pourrons nous organiser autrement. Il y a des terrains, il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais on ne va pas rester de loin en disant seulement que l'État ne l'a pas fait. Donc la nouvelle vision propose déjà un programme d'investissement citoyen où les Togolais qui sont dans la diaspora ou bien au pays peuvent investir
dans la finalité de créer des emplois et puis de produire pour réduire le besoin au pays. Et ils vont produire pour limiter l'importation parce que nous avons des terres, nous avons la capacité, nous avons des experts qui sortent de l'université à chaque fois. Donc aujourd'hui quand même, au niveau de la nouvelle vision, nous sommes en train de faire des propositions, et pas seulement des propositions, mais des programmes que nous allons exercer qui vont permettre à des familles de pouvoir avoir à manger. Donc le Togo s'en sortira tant que nous avons cette nouvelle vision, tant que nouvelle vision existe et tant que Kodjovi Ton aussi est là pour la jeunesse togolaise. Alors, docteur, vous êtes homme politique. Le Togo a été attaqué, pas pour la première fois, mais cette fois-ci, le Togo a perdu certains de ses vaillants fils. Quel regard vous avez sur cette situation? Il suffirait de voir le partage que j'ai fait la dernière fois par rapport à ça pour comprendre que c'est une situation très inquiétante pour la nouvelle vision. Parce que quand on parle de l'affaire du terrorisme, c'est une affaire géante. C'est une affaire géante. Le terrorisme n'est pas une petite affaire. Et que d'abord, je remercie l'intervention des forces de l'ordre qui ont pu faire ce qu'ils doivent faire pour maîtriser la situation. Et je salue les âmes que nous avons perdues. Et je transmets mes condoléances à toutes ces familles éplorées. Mais au même moment, je salue le courage de la population qui a appelé à contribuer, à collaborer avec les forces de l'ordre pour éviter ce genre de choses. Parce que quand, au-delà de ceux qui tombent par la misère, par la galère, nous avons des hommes qui perdent leur vie en treillis, c'est vraiment, ça coûte beaucoup pour notre pays. Donc, en tant que homme politique ou bien engagé pour le développement de mon pays, je pense quand même que perdre même une seule personne en treillis qui est là pour défendre les couleurs de notre nation, c'est faire saigner notre pays. Mais au-delà de ça, n'oublions pas que les gens tombent en treillis. Mais il y a d'autres qui tombent sous l'effet de la misère, de la galère et de la mauvaise gouvernance. Et du manque de justice. Donc je pense quand même que mes regards ne vont pas seulement vers ceux qui portent treillis, mais ceux qui portent des treillis de misère, des treillis contre la misère, des treillis contre la galère et contre la mauvaise justice. Nous avons encore 4 minutes pour parler, pour avoir des nouvelles de Nouvelle Vision. Comment le parti va la nouvelle vision pour les élections à venir? Exactement. Je vous ai dit sur cette télé qu'il n'y aura plus d'élections dans ce pays qui ne va pas avoir la participation de la nouvelle vision. Et nous serons toujours présents. Parce que nous ne faisons pas de la politique, au fait, notre finalité, mais nous pensons quand même qu'il est temps pour en faire des outils de développement. Donc que ce soit les régionales, à chaque fois reportées, nous sommes toujours prêts à participer, et les législatives, les locales et la présidentielle, et nous y participerons. Et la nouvelle vision se porte très bien. Les ambassadeurs Dr Ton, les ambassadeurs de la nouvelle vision se portent à merveille. Oui, il est certain qu'à un niveau donné, il y a eu, après la Covid, il y a eu une diminution de nos activités, mais ne vous en faites pas. Déjà, j'avais parlé d'un programme d'investissement citoyen qui va bientôt prendre corps, et je suis certain que vous allez en avoir écho. Et nous avons des grandes rencontres de la nouvelle vision par rapport aux échanges sur comment trouver une formule contre la vie chère. Nous en parlerons également. Et pour les élections à venir, la nouvelle vision ouvre ses bras à tout Togolais qui partage cette vision de nous contacter. Alors, vos ambassadeurs, Jules Bafénan, Sylvain Vidilakou, qui passent souvent par ici, nous disent souvent que vous êtes très proche de la population. Est-ce que vous êtes toujours proche de cette population en 7 ans de vie chère? Si c'est qu'on devrait inviter peut-être 5 Togolais dans la rue, peut-être c'est eux qui peuvent donner témoignage. Parce qu'à mon niveau aujourd'hui, je peux me rapprocher de vous, mais c'est vous qui saurez que je suis proche de vous ou pas. Mais aujourd'hui, je sais quand même que dans des maisons autour de moi, il y a des jours où les gens n'arrivent même pas à faire galidossi. Autour de moi, j'ai des gens qui n'arrivent pas à payer des cautions, qui sont renvoyés de leur maison. Autour de moi, j'ai des gens qui se sont séparés parce qu'ils n'ont pas la possibilité de vivre ensemble sous un toit, parce qu'ils n'ont plus de boulot. Donc, je constate, je vis et je partage.
les besoins de cette population. Donc, être proche de la population, ce n'est pas seulement aller à la plage avec eux, ce n'est pas seulement faire une fête ensemble avec eux, mais c'est de vivre leur réalité. C'est de pouvoir partager ces réalités avec eux et aussi avoir le minimum qu'il faut pour les soutenir, pour leur donner espoir. Donc, je pense que tous les jours que Dieu fait, je n'en manque pas. Et c'est à cette population de témoigner si Dr Ton est proche d'elle ou pas. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Nous sommes au terminus. Peut-être que vous avez un dernier mot. Le dernier mot que je dirais, c'est à l'endroit de la population togolaise. Je sais que le temps est difficile. Je sais que les situations sont très dures. Nos mamans du marché, et ceux qui sont en train de produire le pain, ceux qui sont en train de conduire, ceux qui subissent l'augmentation exagérée du prix du pétrole. Je sais que la situation est difficile pour tout le monde. Mais je vous exhorte à garder espoir. Et je vous exhorte à savoir quand même que nous sommes toujours sur le champ de bataille. Nous travaillons et nous proposons et nous contribuons et nous allons continuer à contribuer pour que la nouvelle vision aussi apporte sa touche pour qu'ensemble nous puissions être fiers de notre nation. Oui, c'est possible. Donc c'est pourquoi ceux qui bossent, c'est que les temps sont limités, mais nous sommes toujours joignables. @Kodjoviton sur Facebook, sur les réseaux sociaux ou partout. Avec la nouvelle vision, le Togo de demain est garanti. Docteur Kodjovi Atnaton, vous êtes le président national du parti Nouvelle Vision. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie. On marque la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour Regard Croisé.